Aujourd'hui, on va parler du descendant et de la maison 7 comme indicateur de la vie relationnelle. Alors ces deux points, j'en parle aujourd'hui parce que il s'agit des points les plus importants au niveau des espaces du thème pour comprendre le type de profil qui nous attire et pourquoi est-ce qu'on va chercher certains types de personnes. C'est pour ça qu'on va analyser le descendant signe par signe, qu'on va aussi explorer les planètes dans la maison 7 et je vais vous expliquer la différence entre le descendant et la maison 7 spécifiquement. Et puis on va également parler de projection. Cette quête du partenaire idéal, ou en tout cas ce que vient révéler cette maison 7 et ce descendant, je l'explore en profondeur dans Symbiose. C'est le workbook qui t'aide à mieux comprendre tes dynamiques amoureuses et surtout mieux établir le profil de la personne avec qui tu es amené à te mettre. Donc ça, si tu veux avoir plus d'informations sur ce workbook, je t'invite à regarder le lien en description. Le descendant, il fait partie d'un axe au niveau de l'astrologie. Il est connecté à l'ascendant. Donc on voit que en fonction du signe où se place l'ascendant, le descendant est dans le signe opposé. Le descendant, il fait écho à l'altérité, à notre vie relationnelle, quand l'ascendant, lui, vient vraiment révéler le principe identitaire, le chemin que nous prenons pour aller développer notre personnalité. Donc on voit qu'il y a une connexion entre l'ascendant et le descendant, parce que justement, le descendant va nous aider à nous rencontrer avec les autres. La maison 7, elle, c'est différent. C'est un espace spécifique, un champ d'expérience assez vaste. Et en fonction de la domification, on voit qu'il y a plusieurs signes qui peuvent se placer dans cette maison 7. Donc la maison 7, elle peut couvrir différents signes astrologiques. Et souvent, il y a un amalgame dans les discussions que vous pouvez avoir avec moi entre le descendant et la maison 7. Donc, il faut bien faire la différence entre ces deux espaces. Le descendant, qui marque le point de départ de la maison 7, c'est un signe qui ne bouge pas. C'est un signe immuable. La maison 7, elle, vient couvrir potentiellement plusieurs énergies. Il faut savoir que moi, après ça c'est ma façon de faire, quand j'analyse la maison 7, je viens, on va dire, prendre en compte seulement l'autre signe, imaginons, qui se trouve dans la maison 7, si il y a une planète dedans. Imaginons, vous êtes descendant Capricorne, mais votre maison 7 va s'établir et couvrir aussi le Verseau. Si vous avez Vénus en Verseau dans la maison 7, alors je prendrai en compte la teinte du Verseau. Mais à mon sens, vu que la maison 7 démarre au point où se trouve le descendant et que le descendant est un axe, je ne vais considérer le signe du descendant que comme la vraie valeur, à mon sens, autour de l'analyse relationnelle. C'est pour ça que dans cet épisode, on va à la fois couvrir les thématiques qui ressortent du signe du descendant, mais aussi si vous avez des planètes dans la maison 7 qui se trouvent potentiellement dans un autre signe, on va en parler aussi. Alors, avant d'aller plus loin dans l'analyse du descendant, il faut d'abord qu'on parle du principe de projection qui va être essentiel pour mieux saisir ce point dans le thème astral. La projection, traditionnellement, c'est un mécanisme de défense qui consiste à projeter des émotions, des pensées qui sont les nôtres, mais sur les autres. Alors, ça peut être des dynamiques qui sont gratifiantes, ça peut être aussi des choses qui nous sont difficiles à accepter. Ça va dans les deux sens. Alors, comme exemple, imaginons, on va souvent pouvoir projeter, par exemple, au travers de la jalousie. Si on est omnubilé par la façon dont notre conjoint ou conjointe va se comporter dans sa vie sociale en pensant qu'elle est, à proprement parler, peut-être disponible à une autre rencontre, c'est qu'en réalité, nous-mêmes, nous sommes peut-être empreints de cette blessure ou que nous sommes, à proprement parler, peut-être pas tout à fait engagés et qu'on va rester dans, on va dire, une sorte de vision altérée qui n'est pas celle de notre partenaire, mais qui va être la nôtre. Et donc, on va porter des intentions à la personne en face qui sont en réalité des choses qui sont bien enfouies en nous. Voilà, si pour nous c'est admis que la tromperie fait partie de la relation, c'est une réalité qui est la nôtre, on va la projeter par exemple sur notre partenaire. C'est un exemple
parmi tant d'autres. On peut aussi adresser vis-à-vis de notre partenaire le principe de « tu ne me désires plus, tu n'as plus envie de moi, j'ai l'impression que tu ne me regardes pas », alors que nous sommes nous-mêmes en train de remettre en question la relation. Souvent, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, je dis pas que c'est systématique, c'est des sujets qui sont complexes, qui sont denses, qui peuvent être ancrés dans des passifs et dans des racines de conditionnement qui sont compliquées, mais c'est des choses qui peuvent largement arriver. Alors souvent, on a cette projection qui peut intervenir et qui peut exister, et on le voit aussi apparaître avec des choses très positives. C'est-à-dire, typiquement, je considère que je ne suis pas quelqu'un de suffisamment stable ou de suffisamment peut-être ordonné ou de suffisamment, mettez n'importe quelle qualité propre à ce que on considère comme manque chez nous, et en fait on va aller chercher quelqu'un qui va remplir ces qualités à notre place. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire il faut que je me mobilise pour mettre de l'ordre, pour être quelqu'un de plus cadré, de plus organisé, on va aller chercher un partenaire qui va représenter ces qualités pour l'intégrer à notre vie. Je pense que là vous commencez à suivre mon raisonnement et à comprendre ce qui se joue avec le descendant. Et comme on l'a vu, l'ascendant et le descendant font partie d'un axe. Et c'est là où, en fait, aussi, sans parler de projection, on pourrait parler de contribution. Quelle est la contribution de l'autre dans notre vie? Et puis surtout, quel est le type de contribution que nous allons chercher chez l'autre pour revaloriser notre personnalité, notre identité et qui nous sommes de manière générale. Et c'est là où ce phénomène de projection, qui peut être parfois problématique, parfois gratifiant et positif, on va l'entretenir, et c'est ce que représente souvent le descendant. Du coup, le descendant et la maison 7, c'est un peu ces catalyseurs autour des archétypes qui représentent des planètes qui se trouvent dans la maison 7, qui vont nous montrer comment est-ce que on va chercher en l'autre des choses très très spécifiques, et aussi à quoi ressemble souvent notre partenaire et ce qu'on estime vouloir que ce partenaire nous apporte. Donc, on voit qu'il y a cette notion de comment est-ce qu'on éclaire ce que notre partenaire peut nous apporter. Et ça, c'est le descendant et la maison 7 qui va nourrir cette approche. Donc, c'est ça qui est, je pense, très riche au niveau de l'analyse de thème, parce qu'on va peut-être mieux saisir nos mécanismes intérieurs. On va aussi saisir pourquoi est-ce qu'on répète certaines dynamiques. Et on va aussi, parce que en fonction des personnes, en fonction des thèmes, ça va être des choses qui peuvent être plus compliquées. Ça veut dire parfois, chez l'autre, on peut aller chercher, et ça on va le voir en fonction de certains signes, on va aller chercher une agressivité, on va aller chercher une assertivité. Parfois, ça va être une agressivité et ça va être plus compliqué pour nous, parce qu'on a du mal à nous intégrer cette confrontation, et parfois on va en l'occurrence aller chercher des personnes qui sont très dynamiques et qui nous portent en avant. Donc c'est là où l'archétype que le descendant va pointer, il va nous donner plusieurs facettes, des facettes qui vont être très gratifiantes et puis des facettes qui peuvent être aussi plus problématiques pour nous, et c'est vraiment là où ça va être intéressant de bien identifier ça pour savoir faire la différence. On va commencer l'analyse du descendant signe par signe. Je vais évidemment dire en fonction du descendant en signe à quel ascendant il appartient. Donc, tu pourras très facilement le retrouver. On va d'abord commencer par le descendant dans le signe du Bélier, ce qui veut dire que tu es ascendant Balance, tout simplement. Alors, quand tu as un descendant dans le signe du Bélier, tu vas avoir besoin de trouver justement quelqu'un de très assertif, qui a une individualité franche, qui ose, qui tranche, qui n'hésite pas, à prendre de la place. Et on voit que ça vient t'aider, toi, native, qui a l'ascendant Balance, à avoir une personnalité qui t'aide à faire des choix peut-être plus clairs, à moins chercher une forme de compromis ou de conciliation. Il peut y avoir, quand tu as le descendant en Bélier, dans la dynamique un peu plus peut-être difficile à vivre, tomber sur des partenaires qui justement peuvent être beaucoup trop frontales, parfois confrontants, et qui justement manquent de compromis et de conciliation. Donc ça, c'est, on va dire, une tendance qui peut
être plus difficile pour toi à vivre. Donc, ça veut dire que des personnalités de feu qui ont parfois le signe du bélier, ou des fois c'est dans le thème, ils ont des placements en bélier, c'est typiquement le genre de partenaire avec qui tu as envie d'avancer, mais il faut aussi savoir trouver une personne qui soit plus raisonnable et qui puisse aussi, malgré son feu, malgré son dynamisme, savoir t'écouter. Si tu as le descendant dans le signe du taureau, ça veut dire que tu es ascendant scorpion. Tu cherches une personne très stabilisante, calme, posée, qui est ancrée dans la matière et qui a une approche assez concrète de la vie pour te ramener un peu au sol. Parce que quand tu es ascendant scorpion, tu peux être parfois très happé dans les méandres de tes émotions. Tu peux aussi être en suranalyse et tu peux avoir certaines insécurités que justement, le descendant taureau ou des personnes qui portent une énergie très taureau peuvent t'aider à « ça va, tout se passe bien, voilà, on touche du bois, on reprend les choses en main et on se recentre un peu sur l'essentiel ». Donc, il y a vraiment pour toi une énergie qui t'apporte du bien-être, typiquement. Après, c'est aussi la dynamique du taureau, la volonté peut-être de se rattacher à des choses qui sont parfois trop concrètes et qui peuvent pour toi amener aussi une certaine frustration de ne pas peut-être remettre certaines choses en question, de miser toujours sur une certaine forme de sécurité tangible qui peuvent aussi te frustrer par endroits. Mais globalement, on voit que tu as besoin d'une énergie très posée et voilà, et concrète qui vient t'aider à canaliser tes émotions. Si tu as le descendant en Gémeaux, c'est que tu es ascendant Sagittaire, donc tu cherches typiquement de la légèreté, quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux, qui te permet de relativiser, de prendre du recul. Quand tu es ascendant Sagittaire, des fois tu peux avoir vraiment de grands objectifs, tu peux avoir une vision où tu cherches un idéal fort, etc. Et le descendant en Gémeaux et les personnes qui portent cette énergie t'aident vraiment à un peu calmer le jeu, à revenir à des choses où il faut aussi profiter au jour le jour, il faut aussi savoir voilà, se stimuler dans des affaires plus quotidiennes, dans cette notion de joie, de plaisir autour du principe intellectuel, alors que en tant qu'ascendant Sagittaire, tu cherches peut-être vraiment à accomplir de plus grandes ambitions. Donc c'est vraiment cette prise de recul qui fait du bien avec un descendant Gémeaux et pour toi des partenaires qui viennent représenter ça, qui t'aident à rire, à lâcher du lest. Si tu as le descendant en Cancer, c'est que tu as un ascendant Capricorne. Donc tu cherches un partenaire ou une partenaire qui va être très sécurisante, très enveloppante, qui va t'aider à exprimer tes émotions, qui va vraiment te choyer. C'est typiquement toi en tant que descendant Capricorne, tu as peut-être plus de mal à, on va dire, ouvrir un peu tes barricades, à laisser place à l'émotion, à, on va dire, sortir de cette notion où tu dois tout tenir, porter, endurer. Il y a vraiment cette endurance avec les ascendants Capricorne. Et avoir un partenaire ou une partenaire qui te dit maintenant, en fait, il est temps que tu penses à toi, il est temps que tu déposes un peu les armes aussi, que tu te concentres sur ce qui te fait du bien. C'est ce qui est préconisé. Voilà, quand tu as un ascendant dans le signe du Capricorne, le descendant ou le partenaire qui représente cette nature très sensible va t'aider à instaurer, on va dire, un style de vie qui va être plus équilibré. Quand tu as le descendant en Lion, c'est que tu es ascendant Verseau, donc tu es attiré par une personne qui rayonne, qui brille, qui ose être vue, qui n'a pas peur en fait, voilà, d'être au centre de l'attention, voilà, tout simplement. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une dynamique où toi, en tant qu'ascendant Verseau, tu as l'habitude de travailler en équipe. Tu as aussi un esprit qui est beaucoup plus cérébral, Voilà, souvent c'est beaucoup plus intellectuel, le signe du Verseau. Donc il y a une tendance chez les natives du Verseau à peut-être aussi être assez dans une rétention, une retenue au niveau de l'émotion ou au niveau de l'expression personnelle, et un partenaire ou une partenaire qui va être dans une énergie très feu, propre au signe du Lion, ou qui va avoir des placements en Lion pour toi, ça va être compatible parce que ça va t'aider justement à lâcher un peu prise, à être plus dans l'instant, à savoir exprimer de manière beaucoup plus spontanée tes ressentis, et ça va aussi vraiment valider ta quête d'originalité
ta quête d'unicité qui peut être très présente en tant qu'ascendant Verseau. Quand tu as le descendant dans le signe de la Vierge, c'est que tu es ascendant Poisson. Donc tu cherches une partenaire qui va te poser des limites, qui va être plus structurée, plus ordonnée, qui va aller chercher une certaine forme de clarté et qui t'aide aussi à te structurer autour de ta nature, voilà, très émotive ou qui est plus informelle ou qui est une nature qui est beaucoup plus perméable aussi. Et les natifs de la Vierge ou des personnes qui ont cette énergie dans leur thème. Ça ne veut pas dire que tu es seulement attiré par les Vierges ou qu'il n'y a que des Vierges dans ta vie. C'est vraiment plus une symbolique, un symbole autour d'un certain type de personnes. Et ça peut être d'autres signes qui vont l'incarner largement. Mais on voit que tu as besoin d'une personne qui n'est pas vraiment comme toi à ce niveau-là, qui est en quelque sorte beaucoup plus pragmatique, voilà, qui est plus attachée aux contingences quotidiennes et matérielles de la vie, histoire de ne pas perdre complètement pied ou de ne pas complètement dériver dans l'émotionnel ou dans certains idéaux que tu projettes ou dans certaines aspirations propres au signe des Poissons, où vraiment en tant qu'ascendant Poisson tu peux avoir de grands rêves ou tu peux avoir voilà, des choses qui viennent t'activer d'une certaine manière et qui te détachent un peu du plan matériel. Et donc là, à ce niveau-là, le descendant en Vierge ou des personnes qui ont les qualités de la Vierge vont vraiment t'aider, voilà, à te poser. Donc on voit à quel point c'est une dynamique qui va être gratifiante pour toi. Alors, quand tu as le descendant en Balance, c'est que tu es ascendant Bélier. Donc, naturellement, tu vas rechercher une personne qui a un grand sens de la diplomatie, du compromis, qui est aussi assez raffiné, c'est un être vraiment social. Voilà, tu es très attiré par des personnes qui ont un sens, en fait, très développé autour des rapports sociaux. Et donc, pour ça, ça t'aide en tant qu'ascendant Bélier, où tu es beaucoup plus fonceur, fonceuse, tu es dans la prise de risque, tu es peut-être dans quelque chose de beaucoup plus confrontant, où tu oses en fait initier des choses de manière très viscérale, et un partenaire ou une partenaire qui va avoir cette nature de la Balance, donc avec ton descendant Balance, ça va t'aider à calmer le jeu, à avoir un rapport peut-être un peu plus équilibré, à savoir peser le pour et le contre, à prendre un peu un step de recul et de vraiment jauger la situation. Ça, c'est le principe du signe de la Balance, qui est un signe d'air, qui est plus cérébral, qui est plus dans la réflexion, avant d'être dans l'action. Et donc, typiquement, faire duo avec ce type de personnalité, donc encore une fois, c'est pas forcément être avec une Balance, mais c'est surtout être avec une personne qui a une nature peut-être un tout petit peu plus intellectuelle ou cérébrale, ou qui aime vraiment jauger, voilà, analyser les potentiels, voilà, en fonction des actions qu'on mène. C'est typiquement le genre de partenaire qui va t'aider à mieux avancer dans la vie et surtout à développer chez toi de nouveaux penchants qui vont être beaucoup plus bénéfiques. Quand tu as le descendant dans le signe du Scorpion, c'est que tu es ascendant Taureau. Et donc, à ce niveau-là, tu es attiré par des personnalités complexes qui ont des histoires de vie peut-être plus denses, plus chargées, et qui ne se détournent pas face à l'adversité, qui n'ont pas peur d'aller confronter les choses plus difficiles et sur laquelle aussi tu sais que tu vas pouvoir compter, des personnes loyales, des personnes qui vont vraiment aller au-devant des choses qui sont peut-être parfois plus compliquées. C'est des personnes qui comprennent qu'il y a des aléas dans la vie et que il faut aussi aller plonger dans ces émotions, les analyser pour aller ressortir grandi de certaines circonstances et qui vont t'accompagner dans le processus. Toi qui as peut-être plus du mal à sortir de ta zone de confort, à sortir de ta zone de sécurité, native, qui a l'ascendant Taureau, ça vous permet vraiment d'avoir quelqu'un qui vous accompagne au travers de cet inconfort et qui ne va pas dévier durant ces moments plus difficiles. Quand tu as le descendant Sagittaire, c'est que tu as l'ascendant en Gémeaux et donc tu cherches une personne qui va t'ouvrir à de nouvelles perspectives, qui va t'enrichir culturellement, socialement, qui va t'emmener vers d'autres perspectives. Donc on peut être avec des personnes qui viennent d'un background très différent d'une autre, que ce soit culturellement,
que ce soit même au niveau des principes spirituels. Enfin voilà, on est vraiment attiré par des gens qui sont très différents de nous, très loin de nous, avec ce descendant dans le signe du Sagittaire. Donc c'est aussi des personnes qui nous insufflent une certaine forme de foi ou une certaine inspiration ou de certaines aspirations qui nous aident à voir beaucoup plus grand, voilà, et à sortir un petit peu de nos lornières en tant qu'ascendant Gémeaux, et voilà, de pouvoir se laisser porter par ce partenaire qui va être une force motrice dans notre vie, parce que toi tu es un signe d'air et tu es attiré par une personne qui a du feu et qui vraiment t'invite à dépasser certaines de tes limites, à aller beaucoup plus loin. Et donc ça va être quelque chose qui te sera particulièrement bénéfique. Quand tu as le descendant dans le signe du Capricorne, c'est que tu es ascendant Cancer. Donc là, tu cherches quelqu'un qui est très structuré, qui est très posé, qui est fiable. Ça va être très important pour les ascendants Cancer avec leur descendant Capricorne, d'avoir des figures comme ça, qui sont matures et sur laquelle on peut se reposer et qui ne dévient pas face aux responsabilités. Donc souvent, voilà, quand on est ascendant Cancer, on est attiré par des personnalités qui ont beaucoup de Capricorne ou qui ont vraiment un Saturne fort, typiquement, voilà, des personnalités saturniennes. Donc c'est pas des personnalités qui sont forcément extrêmement expressives sur le plan émotionnel, parce que ça c'est ton job en tant qu'ascendant Cancer, c'est un peu ta force. Tu vas aller plutôt chercher quelqu'un qui a cet esprit très rationalisant, très concret, et qui va t'aider à, voilà, mieux poser ton socle, ta base, et sécuriser justement la sécurité que tu cherches à construire. Donc vous êtes vraiment un duo de choc pour créer cette synergie. Quand tu as le descendant en Verseau, c'est que tu es ascendant Lion, et là tu es attiré par des personnes très originales, visionnaires, qui sortent complètement des sentiers battus. Alors pourquoi est-ce que tu vas être attiré par des personnes comme ça ? C'est parce que toi, en tant qu'ascendant Lion, tu peux avoir une quête de reconnaissance, tu peux avoir un besoin de validation qui peut être présent. Et quand tu vas être au contact d'une personne qui a une dynamique très propre au Verseau, ou qui correspond à ses traits de caractère, ça va te permettre de t'affranchir un petit peu, d'être beaucoup plus toi-même. Et c'est tout le principe existentiel des ascendants Lion, c'est de se trouver eux-mêmes. Et les Verseaux et le descendant en Verseau de manière générale donnent vraiment ce chemin de, à un moment donné, si tu veux être toi-même, il faut aussi que tu puisses t'affranchir et explorer ce qui se passe au-delà du commun. Voilà. Donc ça, c'est souvent des personnalités qui vont être très inspirantes pour toi, ascendant Lion, et qui vont t'aider à justement nourrir ta personnalité beaucoup plus. Le descendant aussi Verseau t'aide à plus travailler en équipe, ou à comprendre le contexte, l'environnement dans lequel tu évolues, et peut-être t'ouvrir justement aux besoins des autres, ou à mieux comprendre ce que les autres, au sens large, la société, l'environnement global, racontent, pour mieux nourrir ta place. Quand tu as le descendant dans le signe des Poissons, c'est que tu es ascendant Vierge. Et donc là, naturellement, tu vas être attiré par une personne qui peut correspondre à l'archétype des Poissons. Donc ça va vraiment couvrir beaucoup de choses différentes, mais tu as besoin d'une personne qui soit très ouverte sur le plan émotionnel, très en accord avec son expression sensible, qui est à l'aise avec les parties, voilà, peut-être plus inconscientes ou refoulées, qui est à l'aise avec son imaginaire, qui est particulièrement empathique et perméable, et tu vas avoir besoin d'une personne qui t'aide justement à sortir un petit peu de ton anxiété, de ton stress, et qui t'aide à remettre du sens. Voilà, c'est vraiment ça. En tant qu'ascendant Vierge, avoir un partenaire ou une partenaire qui, on va dire, représente bien la nature des Poissons, ça va vraiment t'aider à prendre un peu de distance, à vraiment aussi lâcher prise, à peut-être arrêter de trop réfléchir ou de trop suranalyser, ce qui peut être une caractéristique propre au signe de la Vierge, et avoir des créatifs autour de toi, ou des personnes qui sont plus accompagnantes, qui laissent place à l'émotion, qui accueillent aussi tes émotions. C'est des choses qui vont être hyper importantes pour toi, pour te sentir beaucoup plus aligné avec toi-même, quoi.
Comme on l'a vu, les planètes dans la maison 7 peuvent apporter des nuances supplémentaires, surtout que parfois elles s'opèrent dans un autre signe que le descendant. Donc on va voir justement ce qu'elles racontent et comment est-ce qu'éventuellement ça peut te donner des dynamiques supplémentaires pour mieux comprendre le type de partenaire que tu recherches. Donc quand tu as le soleil dans la maison 7, on voit que déjà le principe de l'identité, donc ton identité en l'occurrence, ton idéal, il se traverse face à l'altérité, face au couple, face au partenariat et face aussi aux autres. Donc c'est vraiment l'idée de je me découvre, c'est vraiment amplifié encore plus, ça amplifie le principe de la maison 7. Donc typiquement, tu peux être accompagnante ou tu peux être médiateur, médiatrice, interprète, enfin il y a vraiment cette notion de je suis une passerelle, j'aide à vraiment transmettre ou faire le lien de manière générale dans ce que je fais et je suis tout le temps dans ce contact avec les autres et on voit que ton identité s'épanouit. Voilà. Après, au niveau du partenaire qui peut ressortir, tu aimes les personnes solaires, tu aimes les personnes de feu, les personnes qui ont des grosses personnalités, qui ne s'excusent pas de prendre de la place quand tu as le soleil en maison 7. Donc vraiment, ça va être important d'avoir une personne qui rayonne et qui brille. Ça, c'est important pour toi en termes d'archétype de relations ou des personnes auprès duquel tu te sens avancer. Quand tu as la lune dans la maison 7, du coup, tu vas rechercher une connexion émotionnelle très forte, mais on voit aussi que tu peux avoir du mal à exprimer tes émotions. Donc, il y a cette dynamique de c'est l'autre qui va être un facteur déclencheur pour mieux aller exprimer mes émotions. Ça peut être une tendance, ça veut pas dire que c'est une donnée immuable, mais je veux dire que quand tu as la lune dans la maison 7, souvent il y a cette dynamique d'aller œuvrer émotionnellement auprès des autres, avec les autres, et même de se trouver émotionnellement au contact des autres. Alors ça paraît assez bateau dit comme ça, mais souvent on voit peut-être que tu peux opérer un service lunaire, tu peux accompagner, tu peux assurer la sécurité des autres autour de ce que tu fais d'une certaine façon. Donc on voit que c'est des thématiques qui sont présentes et chez toi, le couple, le partenaire ou la partenaire a besoin de revêtir des qualités lunaires et d'être ultra sécurisante, d'être très enveloppante, d'être dans cette communication intime de manière exacerbée et doit être très à l'aise avec cette idée de partage sensible. Quand tu as Mercure dans la maison 7, alors le principe de communication, évidemment, il va être central. Tu as besoin de parler, d'échanger, de partager et de comprendre avec l'autre. Donc typiquement aussi, si tu as Mercure en maison 7, c'est-à-dire que tu vas opérer un principe mercurien, donc ce principe d'échange, il peut être central et tu peux être vraiment amené à être tout le temps en communication, en lien, ou même faire la navette. C'est typiquement les principes, souvent des personnes qui travaillent dans les transports ou dans des métiers de transport peuvent avoir Mercure en maison 7, c'est-à-dire j'aide les autres à aller d'un point A à un point B, j'aide les autres à mieux comprendre leur environnement, je suis, voilà, une sorte de vecteur de communication vis-à-vis des autres. Donc ça va être très très important, mais ton partenaire ou ta partenaire doit être mercurienne d'une certaine façon et doit représenter aussi ses qualités d'une certaine manière. Donc il y a vraiment cette idée de j'ai besoin de quelqu'un qui soit dans une dynamique similaire et qui représente ses qualités mercuriennes dans sa propre vie et qui soit potentiellement un bon communicant ou qui soit quelqu'un en tout cas qui aime le mouvement, qui aime tout le temps en fait se renouveler, être dans cette curiosité, etc., etc. Quand tu as Vénus dans la maison 7, alors là, ce principe vénusien, cette notion de valeur, elle est omniprésente. Tu cherches l'harmonie dans la relation et puis le principe du couple, il prend une portée vraiment très importante. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui a besoin de s'engager, on va dire plutôt qu'une personne lambda ou qui est vraiment en quête d'amour, on peut pas dire mieux. Je veux dire, il y a vraiment une sorte de surenchère avec Vénus qui est le principe même de l'amour, qui est dans la maison 7, qui est une maison de couple et de partenariat. Donc tu es très à l'aise avec cette idée de l'engagement, tu es très à l'aise avec cette idée de faire duo avec l'autre. Donc typiquement, quand tu as Vénus en 7, tu peux chercher des personnes qui vont être très raffinées, qui vont dégager ce principe vénusien,
qui sont esthétisantes, qui cultivent une certaine forme d'harmonie, de beauté, de diplomatie. Voilà, il faut qu'elles aient une certaine aura, qu'elles soient aussi potentiellement assez séduisantes. Tu es très sensible à la beauté, hein, de façon générale, ça c'est possible. Ou tu peux aussi avoir besoin de quelqu'un avec qui tu partages des valeurs fortes. Voilà, une vision de la justice, une vision du droit qui soit commune, hein, ça va être très important. Soit c'est vraiment quelqu'un qui t'aide, enfin cette notion d'attirance, d'esthétisation, de créativité chez l'autre, soit c'est aussi cette notion de valeur qui va être omniprésente en fonction. Voilà, on voit que ça peut, il peut y avoir des variations, mais en tout cas, c'est des profils qui peuvent te stimuler. Quand tu as Mars dans la maison 7, donc tu vas aller chercher quelqu'un qui a cette dynamique martienne, entre guillemets, donc quelqu'un qui est très dynamique, qui a une force vive, qui est très volontaire, qui est très entreprenante. On voit que tu as besoin de personnes qui prennent des risques ou qui vont avoir une énergie très forte. C'est ce qui t'attire, c'est vers quoi tu tends, quoi. Tu as besoin de personnes qui sont très courageuses aussi, hein, voilà, très initiatrices et qui n'hésitent pas, voilà, à aller au conflit ou qui peuvent avoir des rôles où elles vont être en défense ou en attaque. Voilà, peuvent opérer des métiers comme ça, quoi, typiquement. Et d'ailleurs, pas que le partenaire ou la partenaire, mais toi. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir ce rôle-là pour les autres. Tu es un vecteur de transformation, de mutation, tu fais bouger les lignes, tu vas justement en défense ou en attaque. Tu peux être comme ça de base, mais c'est aussi typiquement ton entourage qui est comme ça, le type de personne aussi que tu recherches qui partage cette énergie forte. Ça peut être le sport, il y a un besoin d'énergie, quoi. Il y a un besoin d'énergie dans la relation et c'est des choses que tu portes en toi, mais alors là, c'est très important de le partager dans le couple, si tu veux. Quand tu as Jupiter dans la maison 7, alors là, le besoin, il est de grandir dans la relation, d'apprendre et de t'élever avec l'autre. Donc souvent, il y a besoin de partager une foi commune, une vision spirituelle du monde qui est similaire. Il peut y avoir aussi un besoin, en fait, d'enseigner, de transmettre. Il y a des idéaux voilà, il y a une convergence autour des idéaux dans l'histoire, dans le couple. Après, typiquement, toi, ce principe de guide, ce principe d'enseignant, tu peux ou d'inspirateur ou d'inspiratrice, typiquement tu peux prendre ce rôle aussi vis-à-vis des autres, hein. C'est-à-dire que typiquement quand on a Jupiter en maison 7, on a tendance à être le Jupiter de quelqu'un. Donc c'est le fait d'être coach, le fait d'être enseignant, le fait aussi peut-être d'avoir besoin d'incarner un statut ou un poste dans des structures type législative. En fait, Jupiter, c'est un peu les grands dogmes de la société. Donc, c'est à la fois aussi peut-être représenter une sorte de guide autour de ces dogmes, autour de ces croyances, autour de ces lois qui régissent la société. Et donc, typiquement, on a besoin aussi d'une personne qui va avoir cette prestance, qui va avoir ce charisme, qui va avoir cette présence, etc., etc. Et après, ça, c'est adapté en fonction du signe, sur les thématiques que ça révèle. Mais on a en tout cas besoin de quelqu'un qui voit les choses en grand, ou en tout cas qui a une vision du sens de la vie qui est très, très affirmée. Quand tu as Saturne dans la maison 7, alors là, on va dire que la notion de l'engagement et du couple, c'est des choses que tu prends très très au sérieux. L'idée, c'est de construire à long terme et souvent, tu peux être attiré par une personne plus mature, plus âgée avec Saturne dans la maison 7. Ça peut être des thématiques qui sont présentes, des personnes qui sont ultra structurantes, qui ont peut-être vraiment un passif qui est plus, voilà, une grosse expérience de vie aussi qui peut être plus déployée, enfin plus importante que la tienne, où tu vas sentir que tu as quelqu'un qui fait socle dans ta vie. Voilà. Donc souvent aussi, c'est des personnes qui peuvent vraiment t'assurer cette structure ou qui peuvent venir en soutien pour toi dans ta vie. Mais il peut y avoir chez toi ce besoin d'avoir une personne extrêmement loyale, une personne extrêmement fiable. Et typiquement aussi avec Saturne en 7, tu peux prendre ton temps avant de t'engager. Parce qu'il faut être sûr que la personne est à la hauteur. Tu peux aussi avoir des exigences assez importantes avec un Saturne en maison 7, où typiquement le profil c'est tu peux typiquement être en couple, toujours en couple avec ton premier amour. Voilà, c'est le fait d'avoir vraiment des relations très très durables aussi qui sont mises en exergue avec Saturne dans la maison 7. Quand tu as Uranus dans la maison 7, alors là, évidemment, ça apporte une certaine
originalité au cœur des relations, il y a l'envie de tester, voilà, potentiellement des types de relations différentes, il y a peut-être une envie d'être avec un profil qui est complètement anachronique, différent, original, d'être avec une personne qui sort complètement du lot ou qui est vraiment en dehors de nos référents familiers, qui vient créer même de la disruption. Tu cherches quelqu'un qui vient un peu révolutionner ta vie ou l'innover d'une certaine manière. Et pour ça aussi, toi, tu es quelqu'un d'assez aventureux ou aventurière, lié à la vie amoureuse, c'est fortement possible. Donc, ça peut se vivre de façon différente, mais tu aimes les personnalités très originales. Donc, tu peux être en couple avec des personnes qui sont un peu voilà, très différentes. Et puis aussi, à la fois, tu peux aussi avoir une vie amoureuse où tu as plusieurs vies amoureuses. C'est-à-dire que tu as besoin de te renouveler, tu vas vivre un certain type de vie avec un certain type de personne, tu as fait le tour, tu passes à une autre... Voilà, il peut y avoir un côté où besoin de se renouveler sur le plan sentimental et d'avoir une vie riche, voilà, autour du lien et que tu vas explorer vraiment sous des formes très très diverses. Quand tu as Neptune dans la maison 7, alors là, c'est vraiment cette espèce de grand idéal du couple et de l'amour. Il y a souvent une quête existentielle autour du principe du couple et de l'amour. Il y a aussi beaucoup de rêves qui sont nourris sur l'idéal du couple, l'idéal de l'amour. Il y a des idéaux qui sont très très grands, très très grands. Et donc souvent, il peut y avoir dans cette quête de l'amour, on va dire un peu inconditionnel, hein, avec Neptune dans la maison 7, cette quête de fusion absolue, notamment être attiré par des personnes qui ont beaucoup d'eau et qui ont une nature un peu poisson. C'est un peu le principe d'avoir Neptune dans la maison 7, donc des personnes extra-sensibles, extra-empathiques. Et toi, typiquement, tu peux avoir un rôle neptunien vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que tu vas incarner Neptune pour les autres, donc tu vas être quelqu'un de compatissant, de créatif, d'empathique également, hein. C'est typiquement le genre de rôle que tu peux prendre où tu peux être dans le service, dans le soin, dans l'accompagnement, etc., etc. Donc là, quand tu vas avoir Neptune dans le descendant, il peut y avoir un lot de désillusions, un lot de fantasmes aussi sur l'autre, de projeter en fait des grands rêves qui peuvent être face à certaines déconvenues. Et aussi avec Neptune dans la maison 7, il y a aussi cette idée de vivre un amour idéal ou idéalisé, même vis-à-vis des autres, que les autres nous envient cet amour, et aussi de vivre en fait un peu ce conte de fées ou cette histoire qui est voilà sublimissime. Donc c'est vraiment entre certaines désillusions et aussi des vraies histoires, mais romanesques avec Neptune en maison 7. Donc voilà, on peut avoir vraiment différentes versions de l'amour autour d'un idéal qui peut des fois être projeté et déconvenu, ou qui peut, en l'occurrence, réellement se produire. Quand tu as Pluton dans la maison 7, alors là, autour du couple, on est sur le principe de mutation, de transformation au sein du couple. On a besoin d'évoluer. Alors, quand on prend ça en compte, Pluton, il faut savoir souvent, ce qu'on omet de dire, c'est que Pluton, dans la tradition, c'est aussi le riche. C'est évidemment Hadès qui règne sur les mondes souterrains, sur les enfers, entre guillemets, mais c'est aussi celui qui règne sur tous les minerais, tous les trésors, etc., etc. Donc, la relation, elle nous emmène en profondeur et elle nous fait découvrir nos trésors les plus profonds. Souvent, quand on a Pluton dans la maison 7, on va être attiré par voilà des personnalités scorpioniques, des personnalités qui peuvent être subversives ou des personnalités qui vont nous pousser hors de notre zone de confort ou qui vont avoir elles-mêmes cette tendance à être dans cette quête très profonde autour de ce qu'elles font dans la vie. Donc, on peut avoir des psys, on peut avoir des analystes, on peut avoir des chercheurs, on a des personnes qui sont habitées par une quête de vérité, typiquement avec un Pluton en maison 7. Ça peut aussi être des choses où toi, dans tes liens, tu vas chercher des relations qui sont sans demi-mesure. C'est-à-dire qu'on est vraiment aussi dans une nature très fusionnelle du lien qui peut être très présente. Et donc, avec ça, comment est-ce qu'on en sort en fait de cette relation fusionnelle? Qu'est-ce qu'on y a laissé? Qu'est-ce qu'on en a pris? Voilà, c'est des thématiques qui peuvent être présentes avec Pluton dans la maison 7. Voilà, on a fait le tour. Alors après, à savoir que l'intensité du corps céleste et de ce que je viens de raconter va s'amplifier en fonction du degré de séparation où la planète va se placer en fonction du descendant. Donc si la planète est
en conjonction au descendant, on va dire 10 degrés d'écart, on va dire que à partir de 10 degrés, cette thématique ou les thématiques que j'ai évoquées peuvent être beaucoup plus importantes dans ta vie et peuvent prendre une dimension beaucoup plus forte. Donc, à prendre en compte quand tu identifies les planètes qui sont dans ta maison 7. Ce que tu cherches, ce que tu fuis, ce que tu attires, tout ça est inscrit dans ta maison 7 et surtout dans ton descendant. Si tu veux aller plus loin autour de l'exploration de ton thème et du profil de partenaire avec qui tu as peut-être déjà été et avec qui aussi tu pourrais te mettre, je t'invite à explorer Symbiose. Alors Symbiose, c'est un workbook de 55 pages où j'ai vraiment traité de 3 points fondamentaux. Il s'agit de la Lune, de Vénus et de Junon, que j'ai analysé sous un prisme circonstanciel. C'est-à-dire que on va pas à proprement parler de toi dans ce workbook, ou si on va en parler évidemment, mais on va surtout se focaliser autour de quel type de partenaire peux-tu rencontrer et quel est, entre guillemets, le meilleur profil pour toi en fonction de tes placements. Donc, c'est vraiment à ça que je réponds. Et la Lune, on va explorer les conditionnements et le passif qui te poussent vers certaines personnes. Vénus, c'est vraiment la nature de l'amour et comment est-ce que tu le conçois. Et puis, on va aller sur Junon qui va vraiment nous parler du principe du couple, de l'équité, de l'engagement et aussi des frustrations qui peuvent en découler et comment peut-être trouver une meilleure façon de les vivre. Tu pourras découvrir Symbiose, mais aussi le reste de la trilogie de l'amour qui parle d'autres thématiques qui t'aident à mieux saisir tes dynamiques relationnelles, comme comment cultiver le feu de la relation dans la durée ou comment mieux saisir le principe de compatibilité, la synastrie au niveau de l'astrologie. Donc tout ça est en lien sous la bio. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée et à très vite.